le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, présenté par l'ONG Africa Mundo et ses partenaires, le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie, le réseau international francophone des aînés, l'UNESCO, partenaire institutionnel, Afrique Première, du 1er au 28 février, édition 2021. Bienvenue à toutes et à tous dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, particulièrement dans cette semaine consacrée au savoir et aux connaissances des mondes africains. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous Monsieur Firmin Édouard Matoko, sous-directeur général du secteur pour la priorité Afrique et des relations extérieures de l'UNESCO. Donc nous sommes très fier. Monsieur Matoko a un brillant parcours, comme tous ceux que nous avons rencontrés jusqu'ici. Il est diplômé en sciences économiques à l'Université de Rome, en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Florence et du Centre d'études stratégiques et diplomatiques de Paris. Monsieur Matoko est donc l'actuel sous-directeur général du secteur pour la priorité Afrique et des relations extérieures de l'UNESCO. À ce titre, il est en charge donc de la coordination politique et stratégique des actions de l'UNESCO en Afrique. Et M. Matoko a exercé des fonctions de directeur du bureau de liaison de l'UNESCO avec l'Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ainsi que représentant de l'UNESCO en Éthiopie. Waouh, il a un CV long comme ça. Merci d'être avec nous, M. Matoko. Merci Mélina, si je peux me permettre. Merci Mélina pour cette introduction qui évidemment rend encore plus opaque mon institution. C'est Mais votre parcours. je crois que c'est un parcours que connaissent beaucoup aujourd'hui, heureusement, beaucoup d'Africains. Euh, et c'est un honneur pour moi de participer à cette manifestation que vous organisez avec brio. Et je disais que c'est un parcours, aujourd'hui, il ne faut plus se faire des illusions. Les Africains arrivent à se hisser là où, il y a encore une vingtaine d'années, on ne pensait pas qu'ils pouvaient euh, euh, arriver, que ce soit dans les institutions internationales ou dans le secteur privé ou dans des institutions académiques. Encore il y a une semaine, une Congolaise, réfugiée immigrée à l'origine, a été nommé recteur de l'Université d'Édimbourg en Écosse. Donc voilà, je pense que c'est un encouragement pour tous les jeunes qui aspirent aussi à faire carrière dans le monde. C'est vraiment très inspirant en effet. Donc, Monsieur Matoko, vous avez une longue expérience de la prévention des conflits en Afrique pour avoir été plusieurs années chef de la section éducation pour la paix, les droits humains et la démocratie. Vous avez été responsable des programmes culture de la paix au siège de l'UNESCO à Paris et vous êtes l'auteur de nombreuses études, notamment une sur les fondements endogènes d'une culture de la paix en Afrique, mécanismes traditionnels de prévention et résolution des conflits en Afrique. Ça a été publié par l'UNESCO en 1999, si mes sources sont bonnes, et vous avez évidemment publié plusieurs rapports depuis. Merci pour votre contribution à ce que vous faites pour élever l'Afrique, et ça nous fait vraiment très plaisir de vous avoir avec nous dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Merci pour ce partenariat, particulièrement dans le cadre de cette troisième semaine consacrée aux mondes africains, les savoirs et les connaissances. Monsieur Matoko, on a l'impression que le département Afrique ou l'UNESCO de façon générale, c'est une très très grosse machine institutionnelle et que associations, enfin bref, on sait que bien sûr vous travaillez directement avec les États, mais on a l'impression qu'on ne peut pas accéder à vous, c'est pour ça qu'on est très heureux. Expliquez-nous comment fonctionne votre département particulièrement. Alors, je vais commencer par l'institution elle-même, qui évidemment fait partie du système des Nations Unies et qui est l'institution qui a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et tenez-vous bien, avec un motto bien précis, c'est pour la guerre naissant dans l'esprit des hommes et des femmes, on dira, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut bâtir les défenses de la paix. Et alors, donc, c'est une institution qui a été bâtie sur des bases intellectuelles, on va dire, et donc, pour s'occuper de la culture, de l'éducation, des sciences
de la communication et de l'information, toutes ces disciplines, évidemment, qui travaillent sur les esprits. Soit l'éducation, pour former le plus grand nombre de jeunes à l'éducation, la culture, et en lien d'ailleurs avec votre manifestation, hein, c'est justement promouvoir la diversité culturelle, la richesse des nations en termes de culture, la communication et l'information, les médias, comme nous l'utilisons aujourd'hui, très important pour passer les messages de paix, les messages de convivialité, de vivre ensemble, et les sciences pour comprendre les mécanismes scientifiques qui président nos sociétés. Aujourd'hui, les sciences elles sont fermées. Nous avons un programme qui s'appelle Sciences ouvertes qui qui a pour ambition d'élargir l'accès aux sciences à tout le monde. Et donc, nous sommes en période de Covid-19, par exemple, comprendre exactement d'où vient cette pandémie et à travers les sciences, justement, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Voilà, le département Afrique lui-même, vous avez mentionné 1999 et la culture de la paix, ça me ramène à beaucoup d'années en arrière, mais souvenez-vous que dans les années 90, l'Afrique entrait dans l'ère des transitions démocratiques, mais aussi la période la plus sanglante pour le continent africain en nombre de conflits internes. Le génocide au Rwanda, au Burundi, en Somalie, au Soudan, etc. Même dans des pays qui semblaient tout à fait à l'abri de ces conflits. Hein. On l'a vu au Sénégal avec la Casamance, en Côte d'Ivoire, etc., au Congo. Alors, toute cette période des années 90 avait porté une décision du système Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, de faire de l'UNESCO, de l'Afrique, une priorité globale. Et c'est pourquoi nous avons adopté aussi à l'UNESCO depuis un programme spécial pour l'Afrique qui s'appelle Priorité Afrique et qui a tout simplement pour vocation de faire en sorte que dans tous les programmes de l'UNESCO, éducation, culture, sciences, communication, l'Afrique soit mise en priorité. Alors, disons plutôt que les priorités de l'Afrique soient reflétées dans les missions et les opérations de l'UNESCO sur le terrain ou ici au siège à Paris. Et donc, ce département a cette vocation de coordination, comme il en existe dans toutes les institutions, pour faire en sorte que cette priorité soit réellement, soit une réalité, comme l'invoquent nos ambassadeurs ici. Très bien, félicitations donc pour tout cet immense travail. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec vous, Monsieur Matoko. On va rentrer avec vous sur cette question, sur les aspects institutionnels et politiques des 8 tomes, voire 9 et 10 tomes de l'histoire générale de l'Afrique. Une immense œuvre scientifique concrétisée, réalisée, écrite sur des années avec des illustres savants africains et internationaux. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces aspects institutionnels et politiques? Alors aujourd'hui, l'histoire générale de l'Afrique, hein, ce sont 8 volumes publiés, un 9e qui est sorti récemment et 2 autres qui vont être publiés dans les années à venir. Et je vous dirai dans quelle séquence. L'histoire en elle-même recouvre toute l'histoire de l'Afrique depuis la période précoloniale, la période coloniale, etc., jusqu'aujourd'hui. Vous vous souviendrez aussi que dans les années 60, l'une des premières revendications des Africains en établissant l'organisation de l'Union africaine, de l'unité africaine, qui est devenue ensuite Union africaine, était non pas seulement d'arriver à rétablir la paix en Afrique, mais aussi de retrouver une identité africaine. Et l'identité africaine, ou ailleurs, l'identité africaine ne peut avoir son assise que sur la connaissance du passé, sur la connaissance de l'histoire. Et donc, des pays africains ont demandé à l'UNESCO en 1964, pour la première fois, en 1964, d'entreprendre l'élaboration d'une histoire générale de l'Afrique. Une histoire qui serait, utilisons ces termes maintenant pour voir le côté politique, qui serait dépolitisée, une histoire qui serait déconnectée des stéréotypes
et des histoires qui ont été écrites par des non-africains, je ne dis pas des non-africanistes, mais des non-africains, ou écrits à l'extérieur, une histoire importée. Et celle qu'on a toujours eu l'habitude, qu'on a eu pendant les années, jusqu'aux années 80 à peu près, 70-80, qu'on a étudié à l'école primaire, pour ceux qui ont été à l'école primaire dans ces années-là, qui était celle de l'histoire de nos ancêtres les Gaulois, celle de l'histoire de la guerre mondiale, la première et la deuxième guerre mondiale sont les Africains, sont les tirailleurs, etc. Donc ça, c'est la volonté politique de restituer l'histoire de l'Afrique. L'aspect institutionnel, c'est que l'UNESCO s'est attaché dès 1964, dès les premières années, à rassembler tous les spécialistes en la matière, de toute discipline qui concourt à l'histoire, à l'écriture d'une histoire, et pour la plupart africains, on les connaît tous, hein, pour Joseph Kizerbo, Elie Mbokolo, qui sont, voilà, tous ces historiens, et pas moins de 350 auteurs, pas tous africains, donc africanistes, disons, pour être clair, et des éditeurs aussi, qui ont travaillé pendant plus d'une trentaine d'années à la préparation, à l'écriture et à la publication de cette histoire. C'est une œuvre colossale. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir de visu, c'est vraiment une œuvre colossale. Et on parlera ensuite de la suite sur comment utiliser cette histoire générale de l'Afrique. Et si vous me permettez, une information capitale, aujourd'hui, elle est traduite dans 12 langues, y compris en langue africaine, Peul, Haoussa, notamment, Swahili également, et dans les langues les plus internationales, l'arabe, l'anglais, le chinois, le français, le japonais, l'italien, le coréen, le portugais. La coordination n'a certes pas été facile, n'a pas été simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes organisé justement sur cette trentaine d'années et ça continue encore aujourd'hui pour les tomes à venir? Vous voyez, vous savez, c'est comme dans toutes les institutions, les États membres, les financements de partenaires également, parce que c'est un travail qui coûte énormément, qui a coûté énormément aussi en termes financiers, contributions financières de nos États membres, y compris africains. Nous avons simplement mis en place une structure interne qui existe jusqu'aujourd'hui, avec du personnel, des spécialistes, des administrateurs qui étaient en charge de coordonner le projet, de coordonner toutes ces équipes pluridisciplinaires, chapeautées, on va dire, par un comité scientifique international composé d'une trentaine d'éminentes personnalités du monde académique notamment, pour justement revoir, relire, retranscrire les textes, etc. Disons que jusqu'en 2000, le dernier volume a été publié en 1999. Donc, bien 30 ans de travail acharné, de vérification, parce que l'ambition, bien sûr, ce n'est pas de se substituer à la connaissance actuelle, mais c'est d'en faire un livre de référence à tous les niveaux. Et on a la prétention, pas nous l'UNESCO bien sûr, mais les historiens africains qui ont travaillé ont la prétention de croire que c'est une histoire qui reflète largement en détail la vraie histoire, si je me permets cette expression, du continent africain. Et pas seulement du continent africain, mais de sa diaspora, et nous y arriverons aussi. Absolument. À titre personnel, c'est une fierté de participer, de coordonner aussi une telle initiative. En tant qu'Africain, c'est une fierté, et surtout, c'est une source inépuisable de découvertes et de connaissances quand on a le temps de plonger dans ces différents volumes. Mais l'histoire générale n'existe pas seulement en volume encyclopédique, si on peut dire. Il a été décliné aussi en plusieurs, et souvent le grand public ne le sait pas, il a été décliné en plusieurs volumes didactiques sur certaines périodes, sur certains thèmes précis. Par exemple, il y a 2 ou 3 petits volumes mais qui peuvent se lire comme des romans hein, sur la place des femmes dans l'histoire des sociétés africaines, par exemple, ou sur la période de la décolonisation, ou sur
l'évolution de l'art en Afrique. Donc, il y a des déclinaisons de ce type qu'on ne sait pas très souvent, au-delà de l'encyclopédie, mais effectivement, Mélina, c'est vraiment une fierté de participer à une œuvre de ce type et de rencontrer surtout nos historiens africains. Quand ils parlent de l'histoire de l'Afrique, c'est vraiment, ils sont passionnés par l'histoire de l'Afrique. Je pense que vous avez écouté Lika Mbokolo à RFI, Joseph Kizerbo qui parle de l'Afrique. Le Donc, j'ai grand un certain professeur sens. Paul aussi, avec qui nous Exactement, le avons professeur évoqué. Hall et bien d'autres qui sont encore dans le comité scientifique et qui continuent à nous apporter de manière passionnée leur contribution à la publication des autres volumes. Alors, Monsieur Matoko, effectivement, vous avez abordé cette question. C'est vrai que bon, ce sont des gros volumes. Chaque volume fait presque 1000 pages, hein. Alors, vous avez dit qu'il y a plusieurs déclinaisons. Comment rendre ceci plus accessible, justement, à la fois sur le plan de l'éducation, dans les écoles, par exemple? Comment on peut utiliser effectivement ces volumes-là? On sait qu'ils sont téléchargeables. Merci effectivement de nous avoir transféré tous ces liens et permettre cette accession à la connaissance à tout un chacun, ou en tout cas au plus grand nombre. Comment rendre plus accessible, effectivement, avec tous les outils numériques que nous avons aujourd'hui, toute cette histoire générale de l'Afrique? Alors, je vous disais donc, on va dire que du point de vue chronologique, donc, on a une première phase de production de l'histoire elle-même qui s'achève en 1980 au début des années 2000. Et ensuite, il y a toute une réflexion qui s'opère pour savoir comment, effectivement, la question à laquelle vous posez, rendre accessible cette encyclopédie, pour faire court, au plus grand public. Et en commençant par où? Par là où on apprend l'histoire. Et où on apprend l'histoire, c'est dans les écoles. Et où, dès le plus jeune âge, école primaire, école secondaire. Donc, euh, nous avons donc, avec les États membres, nous avons étudié la possibilité de lancer une nouvelle phase qu'on appelait utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique, qui a d'ailleurs été aussi impulsée par l'Union africaine au sommet de Khartoum en 2006, et aussi quand a été adoptée la charte de la Renaissance africaine par l'Union africaine, et qui a introduit dans cette charte l'histoire de l'Afrique comme un élément principal de la Renaissance et de l'identité africaine, et qui a demandé donc à l'UNESCO et à tous les partenaires de travailler à une deuxième phase qui porterait dans les écoles l'histoire générale de l'Afrique. Et là aussi, pareil, évidemment, tout le travail administratif, comité des scientifiques, pédagogues, etc., pour réfléchir à des modules didactiques et pédagogiques pour l'enseignant et pour les élèves, pour permettre justement cette diffusion. Et depuis 2009, nous avons pratiquement achevé du matériel pédagogique qui sont aussi bien manuels d'enseignement donc pour les enseignants que manuels d'apprentissage pour les apprenants, et qui ciblent 3 tranches d'âge. 10-12 ans, donc on est encore à l'école primaire, 13-16 ans, on est déjà au collège, 17-19 ans, on est déjà au lycée. Donc nous avons déjà tout ce matériel qui est prêt à être mis. Et certains pays ont déjà commencé à introduire. L'Angola l'a fait, à introduire dans les curriculums en se basant comme référence ce matériel. Nous avons aussi le Brésil, loin, qui a déjà introduit l'histoire générale d'Afrique dans ses curricula. La France vient, dans le cadre de la saison Afrique 2020, vient justement d'introduire l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO dans les programmes d'enseignement, etc. Et je crois que là aussi, c'est un travail excitant parce qu'il s'agit d'expliquer à des enfants qui ont toujours entendu parler d'événements historiques concernant l'Afrique, mais qui se passaient ailleurs, donc de pouvoir enseigner à ces enfants une histoire écrite par des Africains. Monsieur Matoko, qu'est-ce qui freine encore tous les États africains pour acquérir effectivement toute cette connaissance? Est-ce que c'est un problème de moyens, à la fois matériels, financiers, au niveau effectivement des instances nationales de chaque État? Qu'est-ce qui manque? Ou en tout cas, qu'est-ce qui est fait pour faciliter justement l'accession de tout ce savoir indispensable pour chaque enfant africain et au-delà? Euh, je pense que c'est comme tout processus qui tente à
révolutionner des pratiques acquises. Alors, je ne dirais pas qu'il y a des intérêts divergents peut-être, mais je dirais probablement la volonté politique il y est, puisque la décision des chefs d'État a été adoptée unanimement en 2009 de d'introduire l'histoire générale d'Afrique dans les manuels scolaires. Je pense, je voudrais penser qu'il s'agit de questions, on va dire, administratives, financières, logistiques, parce qu'effectivement, faire une réforme éducative, réviser les programmes d'enseignement et les curriculums, comme on le dit, n'est pas chose facile, ça ne se fait pas tous les ans. Mais nous avons à peu près, la majorité des pays africains ont manifesté l'intérêt pour d'intégrer ce matériel dans les manuels, dans leurs programmes scolaires. Le Kenya, d'ailleurs, cette année, a lancé cet exercice de réforme curriculaire après une dizaine d'années et en tenant compte de l'histoire générale d'Afrique. Donc, disons que c'est des questions techniques dans les ministères de l'éducation, dans les lois d'éducation, mais nous pensons que dans un temps relativement raisonnable, la plupart des pays africains auront intégré cette histoire générale d'Afrique dans leur programme scolaire. Et si la France l'a déjà fait, un pays non africain, le Brésil avait déjà fait, je pense que d'autres pays européens certainement vont y arriver également, et c'est un pas important. Comment rendre accessible également toutes ces fiches sur les savoirs et les connaissances des mondes africains dans le milieu aussi associatif, qui est un milieu très important, vivant, où les citoyens ont envie d'embrasser cette culture, cette connaissance, ont envie d'embrasser cette connaissance des mondes africains et ces savoirs des mondes africains. Est-ce que les associations ont aussi un rôle à jouer à vos côtés? Ah, bien sûr, donc, alors, bien sûr, on parle des écoles, mais on n'oublie pas le grand public, parce que le grand public, que ce soit à travers les associations, que ce soit de manière tout à fait individuelle, a besoin également de connaître, d'avoir accès à cette histoire. Pour le grand public, par exemple, on a fait l'effort immense de mettre ces volumes dans le CD-ROM qu'on vous a donné. Voilà, donc un CD-ROM où on peut télécharger, etc. Mais non, on l'a fait il y a une dizaine d'années, maintenant les techniques ont évolué. Vous pouvez aller sur Internet et télécharger les chapitres qui vous intéressent de ces 8 volumes. Mais non, la diffusion du large public, parce qu'on sait aussi très bien que tout le monde n'a pas accès à Internet, il se fait de plusieurs façons, soit à travers les médias, soit à travers des programmes télévisés ou cinématographiques appropriés. Je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, nous avons produit avec donc une série de 52 émissions radiophoniques intitulées Mémoire d'un continent. Je crois que tout le monde, ceux qui ont pu, on l'a écouté entre 2016 et 2017 à RFI d'ailleurs. C'était le professeur Elika Mbokolo qui parlait de l'Afrique. RFI. On a également produit 3 séries de 9, 6 et 5 films documentaires, donc au total une vingtaine de films avec la BBC World en 2017, 2019, 2020 et 2021. Elles sont réalisées d'ailleurs par une journaliste et producteur de la BBC assez reconnue, Zena Badawi. Et et figurez-vous là, par exemple, c'est le résultat d'un accord tripartite entre l'UNESCO, une maison de production qui est liée à la BBC, et l'OCP, Office chérifien des phosphates du Maroc, qui est un grand partenaire de l'UNESCO et de l'Afrique d'ailleurs. Donc un pays d'Afrique, le Maroc, qui a financé la production de ces films. Nous avons également un partenariat encore actif avec la Film Foundation de Martin Scorsese et la Fédération panafricaine des cinéastes sur la digitalisation des 50 films classiques africains réalisés par les réalisateurs africains sur l'histoire de l'Afrique. Et donc ça devrait être… Et là, récemment, ça vous intéressera beaucoup, c'est un partenariat qui vient d'être signé cette année
avec Gondwana City Productions, pour ceux qui écoutent RFI, vous voyez de qui on parle, et qui va aussi produire des capsules vidéo basées sur l'histoire générale d'Afrique. Et enfin, une action de plus grande qui devrait, à mon avis, qui ne prend pas encore tout son sens, c'est qu'on a créé une coalition internationale d'artistes pour l'histoire générale d'Afrique, dont le président a été jusqu'à l'année dernière Ray Lema, le grand musicien, qui est composé de musiciens, cinéastes, dramaturges, acteurs, peintres, photographes, avec l'idée de mobiliser les artistes du monde entier, et notamment africains, sur l'histoire générale d'Afrique, pour qu'ils transmettent les messages clés de l'histoire générale d'Afrique au grand public. Ça aussi, c'est une façon de pouvoir élargir l'audience autour de l'histoire générale de l'Afrique. Comme vous voyez, nous ne ménageons pas nos efforts pour faire en sorte que le plus grand public ait accès à cette histoire générale d'Afrique. Il y a une information que je dois quand même partager avec vous, puisque ça fait partie aussi du thème de votre mois de l'Afrique. Je vais vous parler de 8 volumes, et je vous disais qu'il y a d'autres volumes qui arrivent. Oui. Dans les prochaines années, dans les 3-4 prochaines années, il y a 3 volumes qui vont arriver. Un volume, donc le numéro 9, qui va analyser la présence des diasporas africaines à travers le monde. Le volume 10 et 11 va analyser la contribution de la diaspora à la transformation de l'Afrique et les interactions entre l'Afrique et les diasporas. Et ceci va bien sûr en ligne droite avec la décision récente d'ailleurs du sommet de l'Union africaine d'adopter une décennie de la diaspora africaine et de ses racines africaines. Voilà, donc tout ça fait partie de ce... Voilà, tout ça fait partie de cette... Et comme vous le savez aussi, l'Assemblée générale des Nations Unies, déjà, depuis 5 ans, avait adopté une décennie des populations afro-descendantes. Absolument. Voilà, qui reste encore... 2024. Voilà, exactement. Donc tout ça participe et effectivement, et l'espérance, c'est que cette histoire générale de l'Afrique, justement, participe de toute cette reconnaissance de l'Afrique et de ses diasporas dans le monde et sa contribution. Donc d'ici 2021, sur l'histoire générale de l'Afrique, on aura complété cette partie, on va dire, extérieure du continent. C'était une exigence depuis des afro-descendants, d'ailleurs, beaucoup en Amérique latine, qui malheureusement, et là, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et vous avez noté que dans les langues que j'ai citées, il manquait l'espagnol. Et vous savez que la plus grande diaspora de l'Amérique du Sud, en Amérique du Sud, et parle espagnol. Donc il y a une forte requête de ces populations pour qu'on puisse traduire en espagnol d'abord, puisque c'est la langue officielle, l'histoire générale d'Afrique. Nous y travaillons, et pourquoi pas dans certaines langues indigènes du continent sud-américain également. Mais c'est surtout... ils sont heureux de voir que leur histoire et leur contribution à la transformation, pas seulement de l'Afrique, mais du continent aussi, des pays où ils habitent aujourd'hui, est portée à la lumière à travers cette histoire générale. Et c'est souvent méconnu. Les Africains eux-mêmes du continent souvent méconnaissent l'histoire de la diaspora africaine et ne retiennent que la mémoire de la route des esclaves et pas des défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Défis en termes de droits économiques et sociaux, droits politiques, accession à la propriété, reconnaissance du travail des femmes de la diaspora africaine, reconnaissance de leur identité culturelle dans les systèmes éducatifs. Merci et ça, c'est très important. La réparation de cette injustice. Voilà, merci. Nous y travaillons et je vous disais, revenez toujours sur le mandat originel de l'UNESCO. C'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut bâtir les défenses de la paix. C'est très bien dit. C'est vraiment très bien dit. Au cœur même du système politique au sens public du terme, quelle est la valeur essentielle qu'apportent ces volumes, le travail que vous faites sur l'histoire générale de l'Afrique? En repartant, en relisant la décision qui avait justement des États membres africains et des intellectuels aussi d'ailleurs, qui demandaient à l'UNESCO d'écrire cette histoire générale de l'Afrique,
c'était de restituer une histoire qui a été biaisée, qui a été contrefaite, selon certains, de la, de la, de l'expurger de toutes les interprétations qui ont laissé croire que l'Afrique n'avait pas d'histoire, qui ont laissé croire que les Africains ne contribueraient pas à l'histoire du continent africain. Et je crois que c'était ça, et c'est la raison qui perdure jusqu'aujourd'hui. Mais au-delà de cette revendication, qui est légitime par ailleurs, mais reconnue aujourd'hui par tous, c'est surtout la volonté pour l'UNESCO et pour tous ceux qui nous appuient et pour les organisations de la société civile comme les vôtres, qui travaillent et luttent pour que l'histoire de l'Afrique et des Africains soit reconnue et des afro-descendants, bien sûr. C'est surtout contribuer à ce grand programme, ce grand projet des Africains qui est celle de la renaissance africaine. C'est remettre l'Afrique au cœur de l'action mondiale. C'est remettre l'Afrique là où elle doit être. Elle a été à l'origine, elle doit être à l'aboutissement du processus d'évolution de l'humanité, comme l'a dit certains, comme le disaient déjà les premiers philosophes africains, vous en souvenez certainement. Voilà. Merci beaucoup et puis merci aussi par la même occasion effectivement pour cette reconnaissance du travail que nous faisons de façon bénévole mais de façon volontaire, dynamique parce que on sait que c'est nécessaire pour contribuer effectivement à ce renouveau africain avec les afro-descendants évidemment. Merci donc beaucoup pour cette partie. On arrive quasiment à la fin de cet entretien. Permettez-moi de vous demander, Monsieur Matoko, puisque vous êtes un expert hein, de la vie africaine, de la société africaine, de la politique africaine, la culture de la paix aussi, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions. Quelles sont vos inquiétudes pour les décennies à venir et quelles sont vos espérances? Écoutez, la première inquiétude, c'est la crise sanitaire que nous traversons. Depuis 2 ans, le cri d'alarme a été lancé. Est-ce que nous allons, nous, Africains, nous allons résister à cette crise? Nous l'avons fait. Nous avons démontré des capacités de résilience et de résistance, comme d'habitude. Hein. Je crois que ce n'est pas nouveau. Moi, je suis pour la revendication de la résistance des populations africaines depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, à tout, entre guillemets, à tous les malheurs qui surviennent. Il y a cette capacité sur laquelle il faut travailler. L'inquiétude, c'est de savoir si nos pouvoirs publics sont à la hauteur de relever ce défi. Et je crois que tous ceux qui font partie, et je ne dirais pas intellectuels, et quand je dis intellectuels, j'inclus des personnes comme vous également, que ce soit des militants de la base, que ce soit des personnes qui ont à cœur le futur de l'Afrique, que ce soit dans des institutions en privé, en public, etc. Nous avons tous à cœur que l'Afrique, pour une fois, démontre sa capacité à sortir de ses difficultés en utilisant ses propres ressources, ses ressources internes. Et nous l'avons revendiqué quand nous parlions des fondements endogènes de la culture de la paix, c'était justement partir des ressources africaines. Et l'espérance, je crois que malgré tout ce qui a été écrit sur l'Afrique, sur les catastrophes naturelles, sanitaires, l'Afrique est là. Elle est debout, elle est présente, elle est toujours fait partie. Et je crois que pour moi, l'élément d'espoir, ce n'est pas l'Afrique qui est sur le continent. C'est de penser que l'Afrique n'est pas seulement en Afrique. L'Afrique est partout. La diaspora et tous ceux qui sont à l'extérieur, de Haïti à Saint-Domingue, au Chili, en Équateur, au Venezuela, à Cuba, aux États-Unis. C'est toute cette Afrique-là qui porte l'Afrique et le futur de l'Afrique. Et je voudrais vous féliciter personnellement, Mélina, pour cette initiative. Et c'est avec beaucoup de bonheur que l'UNESCO, en tant qu'institution, pas moi personnellement, nous nous sommes associés à cette initiative. Grâce aussi, vous me permettez de le dire, à notre grande sœur aînée, Ndeye Fall, qui nous écoute, qui va nous écouter et qui a été de beaucoup dans ce partenariat. En tout cas, merci Mélina et bon courage pour la suite et vous pouvez toujours compter sur nous.
Merci infiniment, ça nous va droit au cœur et évidemment on salue Dei Marifal, une ancienne aussi hein, de Voilà, l'UNESCO qui a beaucoup travaillé et qui travaille encore à vos côtés, même étant à la retraite. voilà. Et permettez-moi d'utiliser une langue africaine. Asante Sana, le Swahili, beaucoup d'Africains oublient que l'Union africaine a décrété le Swahili comme langue de travail pour l'Afrique au sein de l'institution. Donc, Asante Sana. Asante Sana. Merci beaucoup, Merci, Monsieur Firmin merci. Matoko, pour cet entretien où nous avons appris beaucoup de choses également et on garde effectivement cette espérance puisque l'Afrique est debout. Et je retiens aussi que vous avez dit que l'Afrique est partout, l'Afrique est en nous et qu'il faut faire évidemment avec les diasporas. Merci beaucoup, Monsieur Matoko. Merci, merci. Au revoir.